Nous allons aborder la discussion générale et nous écouterons pour commencer Madame Clémentine Autain pour la France Insoumise. Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues, en ouvrant ce débat, je vous invite à repenser à cette phrase d'Emmanuel Macron qui disait « De la culture, quand il était candidat, ça remonte à la présidence de la République, que la culture était le premier chantier de son programme, car elle permet l'émancipation de l'individu. » C'est un exercice classique en période de campagne électorale. La culture devient une belle pensée que l'on caresse toujours en public avant de la mutiler dans les langages techniques et les sombres coupes budgétaires. Quel humanisme de façade! Et en juin 2018, Emmanuel Macron a commandé à M. Thuot, conseiller d'État, un rapport diagnostic complet sur les résidences d'artistes. À ce jour, celui-ci n'a toujours pas été rendu public, mais les pistes évoquées dans la presse laissent assez songeur. Système de sélection adossé à l'obsession des coupes budgétaires, remaniement structurel et suppression de certaines résidences. Cet exemple, qui n'est qu'un exemple, n'est certainement pas anodin. Les résidences d'artistes sont des lieux d'inspiration et de respiration artistique, à la fois espace de rencontre et de création. Or, interroger leur rentabilité, cela revient à acter la fin d'un modèle qui est déjà attaqué par un contexte économique qui juge toute chose à l'aune de sa valeur marchande. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où on nous dit en gros « ne pense plus », dépense, et dans ce cadre, évidemment, la culture n'est que peu de choses. Et vous remarquerez, mes chers collègues, que dans le débat politique et le débat public, et j'en suis profondément navrée, la culture a perdu sa place de choix. C'est un débat qui n'est pas au cœur de nos préoccupations, qui manque de propositions politiques. Et dans cette niche, en la posant, nous avons voulu affirmer à quel point l'ambition culturelle doit être au cœur des politiques d'État, des politiques publiques qui sont menées. Et c'est cette ambition que nous affirmons. Alors, je prenais des exemples, et en voici d'autres. La Villa Saint-Clair à Sète, le musée Denis-Puech à Rodez, la Galerie d'eau à Montpellier ont déjà cessé d'accueillir des artistes plasticiens. Les plasticiens, je pense d'ailleurs profondément à eux aujourd'hui, ce soir, parce que ce sont les vrais parents pauvres des politiques culturelles, on le sait, et qu'il va falloir véritablement que nous prenions la mesure des besoins pour les plasticiens. Les structures qui résistent le font le plus souvent avec l'aide essentielle des collectivités. Ces mêmes collectivités, vous le savez, qui souffrent aujourd'hui du régime sec imposé par le gouvernement, notamment via des contrats de réduction budgétaire. La création artistique, mes chers collègues, se retrouve tout à fait donc dénudée, invisible, introuvable dans la politique du gouvernement depuis maintenant 1 an et demi qu'elle est à l'œuvre. Et le contexte pourtant nécessiterait d'urgence une réponse forte de la part de l'État. Nous aurions souhaité voir un soutien institutionnel et financier aux créateurs sans qui la culture n'est rien d'autre qu'un patrimoine. Nous aurions aimé aussi obtenir des investissements publics pour les lieux et les salles qui accueillent la vie culturelle et s'en font les garants de la diversité. Nous aurions apprécié enfin d'obtenir au moins une reconnaissance pour celles et ceux qui font au quotidien un travail d'éveil à la culture, qui tisse ce lien toujours renouvelé entre la création et les expériences subjectives du monde. Nous aurions souhaité voir tout cela, car la création culturelle est aujourd'hui en péril. Elle est enfermée dans une logique économique qui participe de sa normalisation et de la précarisation des artistes-auteurs. Et ainsi, cette création culturelle, qui devait être une exception française, se normalise. J'espère que vous mesurez le terme que j'utilise, parce que quoi de pire, au fond, pour la culture que de se normaliser? Cela revient à nier ce qu'elle est, à lui refuser son potentiel de transformation et sa capacité à donner du sens au réel. La création culturelle devient alors une ligne comptable, un poids pour les budgets et donc une ligne à rayer in fine. Mais le gouvernement, qui est toujours friand d'effets d'annonce et de communication, a trouvé la solution à cette crise. Vous la connaissez, il s'agit des chèques culture. Ce dispositif incarne, je dirais, à merveille la ligne tenue par le gouvernement en matière de politique culturelle comme en gros pour l'ensemble de sa politique. L'État, à l'heure d'Emmanuel Macron, ne fait plus que mettre en relation une offre et une demande, un client et un commerçant. Abandonner les investissements sur le long terme, indispensables à la création culturelle. Abandonner les politiques publiques ambitieuses qui poussaient à la création décentralisée.
Ailleurs, le gouvernement ubérise. Ici, il fait le choix de donner à quelques-uns ce qui finira dans la poche de très peu d'artistes. Éternelle figure macronienne du ruissellement qui veut voir dans la main invisible le pivot de toutes les politiques. Alors rappelons-le, ici, on n'accède pas à la culture avec un chèque, même si un chèque peut être toujours utile pour avoir quelques biens culturels, mais on le sait, un jeune qui n'est jamais allé au théâtre de toute sa vie ne va pas se découvrir une passion pour la tragédie une fois qu'on lui remet un chèque. Relisons Roger Planchon qui regrettait, je le cite, que les ouvriers ne vont dans les théâtres que pour les construire. La culture, ce n'est pas seulement l'achat d'un livre, d'un disque ou encore la visite ponctuelle d'un musée. La culture n'est pas un acte isolé, individuel, mais sociologiquement déterminé, comme l'a fort bien montré récemment, maintenant ça date un peu, mais j'imagine que vous connaissez cette référence, Pierre Bourdieu, avec ce fameux concept de capital culturel. Et c'est bien sur cette notion de capital culturel qu'il faut aujourd'hui travailler, et pour aider à ce capital culturel, nous avons besoin de créateurs. La culture, c'est un lieu où l'on ne rentre pas seul pour la première fois, mais où les résidences d'artistes, les librairies, les théâtres, les bibliothèques, les ateliers, les enseignants sont autant de points d'accroche. Alors comment penser un seul instant que l'État ne doit pas jouer un rôle majeur, moteur dans la pérennité de ces lieux et de ces dispositifs essentiels à la liberté de création? Pendant que le gouvernement se prépare à attaquer le modèle des résidences d'artistes et fonde sa politique sur l'incitation à la consommation culturelle, nous proposons une loi qui est un soutien direct à celles et ceux qui sont à l'origine de la création. Faut-il rappeler que 20% des auteurs ont un revenu annuel inférieur au seuil de pauvreté, que les artistes-auteurs sont restés trop longtemps dans l'angle mort des politiques publiques, que l'industrie culturelle a créé des monopoles qui mettent en péril tout l'écosystème de création artistique. Et je voudrais d'ailleurs pointer que dans cette façon de voir la culture, on a longtemps fait, vous savez, des zéniths pour le spectacle vivant, c'est-à-dire en fait des espèces de grandes scènes sur lesquelles peuvent se produire ceux qui vendent déjà beaucoup de disques. Et ce qui a fermé, c'est toutes ces petites salles qui font vivre le spectacle vivant. Et malheureusement, aujourd'hui, on est face à cette situation. Et c'est une situation qui contribue à faire mourir un certain nombre d'artistes dans notre pays. On a toujours voulu faire des artistes l'avant-garde de la société. Or, aujourd'hui, leurs conditions nous rappellent cruellement ce à quoi le néolibéralisme nous expose toutes et tous, une précarisation à tout va, la concentration des aides et des ressources dans les mains d'une minorité. En défendant un fonds de soutien à la création artistique, nous voulons faciliter leurs conditions de création en permettant aux artistes-auteurs de subvenir tout simplement à leurs besoins. Et c'est cette question qui est posée. Et j'aurais aimé qu'en commission, quand nous avons eu le débat, eh bien, si cette proposition de loi et ce mécanisme ne convient pas à la majorité, qu'au moins soit ouvert le débat pour répondre concrètement à ce défi aujourd'hui qui est que trop d'artistes sont dans une situation de précarité, de pauvreté, qui fait que la culture se meurt et que ces artistes aujourd'hui ne peuvent pas survivre et qu'au final du final, quand même, c'est la société qui s'appauvrit et j'espère que tout le monde s'en rend compte. Et c'est pourquoi, par cette proposition de loi, nous voulons reconnaître d'une certaine manière leur statut qui est un statut nécessairement à part dans la société avec une activité qui a elle aussi sa spécificité. Enfin, notre proposition de loi revient à réaffirmer le rôle des pouvoirs publics comme instrument de l'émancipation humaine. Je terminerai en citant un homme que j'ai beaucoup admiré et qui a parlé beaucoup dans cette enceinte, qui est Jacques Ralite, et qui fut l'une des voix les plus brillantes pour défendre la culture face aux assauts répétés de la prétendue rationalité économique. Il reprochait au ministère qui porte son nom, le ministère de la Culture, d'avoir, je le cite, renoncé à être le grand intercesseur entre les artistes et les citoyens. Et il disait encore de lui, de ce ministère, avec une certaine amertume, qu'il avait perdu son pouvoir d'illuminer. Ces deux mots d'ordre étaient l'émancipation et la liberté de création. Mettez ces deux choses-là ensemble, disait-il, et cela fait un bouquet composé avec toutes les fleurs. Avec ce fonds de soutien à la création, nous voulons lier ces deux grandes idées. Nous voulons rappeler que la liberté de création n'existe pas dans la précarité et que l'émancipation du plus grand nombre ne s'est jamais faite sur l'appauvrissement de celles et ceux
qui partagent du sensible et qui racontent le monde. Je vous remercie. Merci, Madame la députée Autain.